Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Nous commémorons cette année le centenaire de la mort de Marcel Proust. À cette occasion, de nombreuses expositions sont à la disposition du grand public et le MAGE ne reste pas en marge de cette action à la mémoire de Marcel Proust en proposant une exposition extrêmement originale sur la focalisation du judaïsme et de la nature juive de Marcel Proust. Pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la commissaire de l'exposition, Isabelle Kahn. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes ici face à cet arbre magnifique, généalogique, de la famille de Marcel Proust. Alors il faut remonter effectivement à l'arrière-grand-père, Baruch Weil. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots pour nous présenter le personnage et son implication dans la vie future de son arrière-petit-fils? Oui, Baruch Weil, c'est le patriarche de la famille, le fondateur d'une très grande dynastie. Et cette matérialité de la famille Weil, qui était très importante à la fois dans la vie de la communauté, mais également comme exemplaire d'une forme d'intégration d'une famille juive dans la société moderne française, se développe sur voilà, une grande étendue de ce mur. Baruch Weil a eu 13 enfants, il s'est marié 2 fois. Il était à la tête d'une importante manufacture de porcelaine. Et en même temps, son action dans la communauté était remarquable, puisqu'il a fait partie du premier consistoire de Paris. Il était également président d'une société de philanthropie, et c'était le Moël de la communauté. Alors on sait que souvent dans la vie communautaire consistoriale, surtout à l'époque de cette émancipation recherchée par la communauté juive, qu'il y a souvent 2 piliers, effectivement, celui de la bienfaisance et celui de l'éducation. Est-ce que Baruch Weil s'investit de manière particulière au niveau de ces 2 piliers, justement ? Oui, c'est précisément son rôle de président de favoriser en particulier l'éducation. Donc il est aussi à l'origine de la création d'écoles consistoriales. Et oui, la tzedaka, enfin vraiment cette générosité, on a reçu, on redonne. Et son action est très importante, c'est un notable de la communauté. Comment est-ce que l'on arrive à trouver ce juste équilibre qui est souvent recherché d'ailleurs entre la modernité et la tradition déjà au niveau de cette génération-là, puisque d'un côté vous parlez effectivement de l'émancipation nécessaire à travers l'éducation, mais d'un autre côté on a un homme qui est un Moël, qui fait les circoncisions au sein de la communauté, bien évidemment, et qui est reconnu d'ailleurs par sa piété, par son intégrité. Donc on se dit, d'un côté il y a une tradition ancestrale juive, profondément juive, de réaliser la circoncision, l'acte de l'alliance avec les différentes générations, tout en ayant un regard porté sur la société et l'émancipation. Oui, donc cette émancipation, naturellement, elle va se passer à travers les générations qui suivirent, à travers ses fils, puisque son fils aîné, Nathé Weil, qui est le grand-père de Marcel Proust, sera franc-maçon. Donc on est très très loin des valeurs communautaires, mais je pense que c'est cette ouverture justement aussi à l'activité de la société française qui permet de concilier, d'essayer de concilier dans un premier temps, et puis très rapidement on voit que les traditions se perdent, elles se continuent, mais on en perd un petit peu le sens. Et c'est tout à fait aussi le sens d'une lettre de Marcel Proust à propos de son grand-père, où il raconte qu'enfant, il va au cimetière, il va déposer un petit caillou sur la tombe de Baruch Weil, son arrière-grand-père, mais même son grand-père ne sait plus ce que ça signifie. Donc les gestes sont là, mais on a perdu le contenu. La vie moderne entraîne vers d'autres valeurs, et en particulier voilà, une éducation ouverte sur la littérature, sur la musique, sur l'image aussi, puisque on voit les photos qui apparaissent de générations suivantes. Donc on est typiquement dans une famille assimilée de la bourgeoisie moderne. Alors vous parlez justement des petits cailloux qui étaient déposés sur la sépulture de l'arrière-grand-père. Justement, est-ce qu'on peut en dire quelques mots sur cette sépulture qui est au cimetière du Père-Lachaise? Parmi les plus anciennes sépultures de la communauté juive, on remarque qu'il n'est pas très loin de la sépulture du premier grand rabbin de France, David Sinsheim, qui est la tombe la plus visitée d'ailleurs du
du cimetière Le Père-Lachaise. Est-ce qu'il y a effectivement cette volonté de rester inscrit dans cette tradition, d'avoir un lieu reconnu, tout en étant extrêmement noble dans la façon de quitter ce monde finalement? Oui, absolument. Baroveil est enterré dans ce qui a pu être le carré juif, mais qui déjà a été réintégré au cimetière du Père-Lachaise. Enfin, les murs ont été abattus. C'est une tombe qui est très impressionnante puisqu'il y a un obélisque, donc il y a aussi une forme de symbole, de monumentalité dans l'idée de cette transmission de la tradition juive, mais aussi dans l'idée d'un développement et de jouer un rôle dans la société française. Et ça, je pense que c'est très important aux générations qui ont suivi. Et on voit dans cette famille des musiciens, des écrivains, voilà, des personnes à la fois impliquées dans la vie de la communauté, mais aussi déjà voulant jouer un rôle dans la société, comme également du côté de la grand-mère de Marcel Proust, Adèle Berncastel, puisque Adolphe Crémieux est son grand-oncle, et on connaît le rôle d'Adolphe Crémieux. Voilà. Et d'ailleurs, c'est impressionnant parce que dans la pièce dans laquelle nous sommes, ici en plein cœur de l'exposition, on a d'un côté cet arbre généalogique qui est somptueux, on a Adolphe Crémieux qui est face à nous, qui porte son regard finalement sur cette lignée. Et d'ailleurs, j'ai pu découvrir qu'il était toujours extrêmement présent au sein de la famille et qu'il a été notamment le témoin du mariage des parents de Marcel Proust. Absolument, absolument. Donc c'est tous ces liens qu'on met en exergue ici dans l'exposition pour montrer que la judéité de Marcel Proust n'est pas seulement une inscription sur un mur avec quelques dates, quelques noms, mais c'est une série d'interactions, une série de relations extrêmement profondes et qui sont liées aussi par des relations affectives. Et je pense que la manière de transmettre passe beaucoup par l'amour, et l'amour de cette famille, et cette solidarité qui peut exister, ces liens qui ont atteint Marcel Proust très profondément. Mais on est dans l'ordre de l'invisible. Alors justement, lorsque l'on parle de l'affect dans la vie de Marcel Proust, la part essentielle qui est occupée par sa maman, Jeanne. Jeanne Weil Proust, épouse Proust. Qu'est-ce que l'on sait exactement sur cette femme? Quelle est l'implication qu'elle a et dans l'œuvre de son fils? Et puis, est-ce que l'on a des renseignements sur son propre tempérament à elle? Est-ce qu'elle écrit? Est-ce qu'elle transmet des valeurs ou des éducations particulières à l'égard de ses enfants? Oui, absolument. Ça fait le portrait d'une femme très active et aussi très cultivée. Et c'était exactement le cas. On sait que Jeanne avait une très grande culture littéraire. Elle parlait plusieurs langues. Elle était aussi musicienne et elle a transmis toutes ses valeurs, toutes ses passions à son fils. Et également, ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle n'a jamais abdiqué sa religion. Elle a fait un mariage avec le docteur Adrien Proust, catholique, avec certainement un accord entre les époux pour baptiser les enfants, mais elle-même est restée juive et aura d'ailleurs des funérailles juives avec un rabbin. Donc Marcel va hériter directement de cette culture sans qu'elle soit effacée par ce mariage qui est un mariage arrangé. C'est un mariage un mariage voulu par le père qui est franc-maçon, donc Naté Weil franc-maçon, et Adrien Proust, ce jeune médecin très prometteur qui finira professeur de médecine, une sommité dans sa discipline et qui est également franc-maçon. Voilà, donc il s'agit d'un arrangement dans le plus grand respect aussi des croyances, en tout cas, et des traditions de Jeanne. Et donc ils vont avoir 2 enfants. Est-ce qu'il y a une différence dans le lien justement affectif qu'elle peut développer avec ses 2 enfants? On sait que l'aîné, Robert, est beaucoup plus robuste que Marcel. Il semble avoir un peu plus d'autonomie dans la façon de gérer sa vie. Est-ce que c'est quelque chose que l'on ressent vraiment dans la manière dont elle va éduquer ses enfants? Il y a un traitement égal entre ses enfants, un amour égal, on le voit dans les lettres. Mais évidemment, Marcel, très jeune, va être malade, donc il y a un souci qui là est démultiplié, décuplé. Marcel est l'aîné.
Il est né justement en 1871, tout de suite après la Commune, après ses grandes frayeurs, après ses batailles dans Paris. Et probablement la grossesse de Jeanne a été une grossesse menée dans l'incertitude, dans l'angoisse. Et Marcel Proust a hérité, ou en tout cas a repris toute cette angoisse aussi qui s'est développée sous la forme de cette maladie, l'asthme. Et Jeanne est très attentive à la sensibilité de son fils. Donc il y a un lien particulier, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des traitements différents. Il y a une phrase d'ailleurs que l'on retrouve écrite en gros au sein de l'exposition. Ce lien qui existe, qui nous relie avec ma mère est comme une télépathie sans fil. C'est-à-dire qu'il y a déjà effectivement quelque chose de très affectif, mais très intime finalement dans la nature même de Marcel Proust. Oui, c'est absolument merveilleux cette phrase. On n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Pourquoi on se comprend? Parce qu'on est pareil. Donc là, il y a aussi cette force de l'amour, de la transmission, de la nature, du respect qui est là. Et c'est pour ça qu'elle est sur les murs, parce que le sujet de cette exposition est un petit peu compliqué. Il s'agit de parler de l'identité, un sujet invisible, et après de littérature, qui est également quelque chose qui est difficilement... Bien sûr. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Vous êtes la commissaire de cette exposition. On est face à un grand public, beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent le dimanche matin. Faut-il être un Proustien pour venir découvrir cette exposition? Faut-il absolument avoir la finesse de la lecture, des écrits de Proust pour se dire, bah tiens, on va venir voir ce qui est présenté dans cette exposition? Non, pas du tout. Et justement, c'est bien d'insister. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Proust et ni d'être juste rebuté par une image souvent un petit peu vieillotte de ses écrits ou compliqués. Cette exposition, c'est une exposition sur l'amour, sur la transmission, l'amour de la mère et sur l'importance de cette personnalité, y compris à l'origine de la vocation de son fils. Donc on va davantage parler au fond de cette culture qui le rend différent et qui en a fait un écrivain différent. Et l'exposition est là pour donner envie de lire peut-être après, mais ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu avant. 1913 est une année exceptionnellement créative. Charlie Chaplin tourne son premier rôle au cinéma. Le Sacre du printemps, le fameux ballet de Stravinsky, déclenche un véritable tollé. Et Sigmund Freud publie Totem et Tabou. C'est aussi en 1913 que Marcel Proust publie le premier des 7 tomes de son chef-d'œuvre, À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. Le deuxième volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix Goncourt en 1919. Les 3 derniers tomes paraissent après sa mort. Le dernier, Le temps retrouvé, est publié en 1927. L'œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective, et sur les fonctions de l'art. C'est aussi une réflexion sur l'amour et la jalousie, sur le sentiment de l'échec et du vide de l'existence. À la recherche du temps perdu est le tableau d'une époque. La marque de Proust est aussi dans son style aux phrases très longues, cherchant à atteindre la totalité de la réalité qui nous échappe parfois. L'œuvre s'intéresse non pas aux souvenirs du narrateur, mais à une réflexion psychologique sur la littérature, sur la mémoire et sur le temps qui passe. À la recherche du temps perdu est parfois considérée comme l'une des plus grandes œuvres littéraires de tous les temps. Dreyfusard convaincu, Proust fut sensible à l'antisémitisme, prégnant de son époque, et subit lui-même les assauts antisémites de certaines plumes célèbres. Et l'iconographie qui est présentée au sein de l'exposition est extrêmement originale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'on peut se dire, bon, on ne va pas trouver de grandes peintures, de grands tableaux, lorsque l'on vient découvrir une exposition sur Proust qui vient nous présenter les écrits de cet écrivain exceptionnel. Justement, c'est tout le contraire. On a bénéficié de prix exceptionnels, de chefs-d'œuvre, de grands noms connus du public. Je peux citer Monet, Manet, Whistler, Tissot et Bonnard aussi, enfin, Vuillard, beaucoup de noms qui sont très connus et on a pu avoir des tableaux très importants et également le portrait de Mehmed II par Bellini
qui est un chef-d'œuvre de la National Gallery, qui ne voyage jamais, mais qui a été prêté ici hommage. Nous avons également, pour illustrer le sujet, des manuscrits très précieux, rarement prêtés, des trésors nationaux. Donc l'exposition vaut aussi la peine pour découvrir ces œuvres dans le contexte proustien, mais tout ça est expliqué au fur et à mesure. Au fond, les idées sont très simples. Dans chaque section, les idées sont simples, le parcours est évolutif, et on a la chance de bénéficier d'œuvres remarquables pour pouvoir l'illustrer. Moi, en tant que rabbin, j'ai été extrêmement touché, par exemple, et vraiment je ne pouvais pas m'y attendre, de voir un livre du Zohar qui est présent au sein de cette exposition, un livre de Talmud et de commentaires talmudiques. Quelle est la place du Zohar dans les écrits ou dans la vie de Proust? Est-ce qu'il connaît ses écrits? Est-ce qu'il a déjà découvert véritablement les textes fondamentaux du judaïsme? Alors, nous avons dans l'exposition la première édition du Zohar du XVIe siècle. C'est un prêt exceptionnel d'un trésor patrimonial. Et ce Zohar est évoqué par Proust dans l'un de ses cahiers, en lien avec Venise, en lien avec Ruskin, qui était un esthète, qui l'a poussé à faire un voyage à Venise en compagnie de sa mère, en compagnie de Jeanne. Et Marcel Proust va évoquer quelque chose de très important à propos du Zohar et qui rejoint sa méthode d'écriture. Donc ce Zohar figure dans la section qui s'appelle le laboratoire de l'écriture, puisqu'il dit les choses ne sont pas des mots, les mots sont des pensées. Donc c'est la définition même de l'écriture, ces mots qui sont des pensées. Donc c'est une façon un petit peu labyrinthique déjà de se plonger dans la définition même de ce que sera son roman. Et c'est intéressant d'ailleurs, toujours dans la vision juive, peut-être une parole créatrice, une écriture créatrice en quelque sorte. On connaît les jeux de mots en hébreu avec vaïd daber qui signifie parler et davar la chose. Donc on a effectivement ce qui émane directement d'une parole qui ne s'envole pas simplement dans les airs mais qui a une sorte de concrétisation dans le monde qui nous entoure. J'ai aussi pu remarquer et être intéressé par la façon dont Marcel Proust fait ses annotations sur ses propres écrits. On a l'impression d'avoir une page du Talmud, avec, vous savez, lorsqu'il y a un mot que l'on souhaite développer ou commenter avec une sorte de double entrée, eh bien on a exactement ça sur ce manuscrit où ben voilà, on voit des rajouts, comme si finalement le texte n'était jamais terminé et qu'il fallait continuer son interprétation. Oui, c'est absolument ça. C'est une construction par ajout, par addition. Et donc, c'est vraiment, on est dans cette pensée. Je pense qu'on n'est pas uniquement dans un rapport visuel, parce que c'est vrai que cette écriture de Marcel Proust, on a ce qu'on appelle des placards, c'est-à-dire le dernier état, en quelque sorte, avant l'édition. Dans cet état, en général, on corrige une virgule, un point. Mais Marcel Proust va aller beaucoup plus loin, donc il ajoute ces commentaires qui sont des paragraphes ajoutés dans les marges. Et quand les marges ne suffisent pas, il colle des petits papiers qui se déroulent dans l'espace. Donc c'est une pensée qui n'en finit pas, qui s'ajoute et qui fait évidemment penser à tous ces commentaires qui creusent, qui approfondissent le sens et qui souvent nous renvoient voilà, à cette vision infinie aussi du pouvoir des mots. Et aussi à la capacité des mots à se transformer quand on change une lettre, ou de se transformer dans leur valeur avec toute cette interprétation kabbalistique aussi. Et Marcel Proust, comment connaissait-il le Zohar? C'est un petit peu un mystère pour nous, la traduction n'existait pas. Il devait en avoir entendu parler naturellement dans sa famille, mais aussi peut-être avoir eu accès par des traductions latines, des extraits. C'est évident qu'il a été fasciné lui-même par l'étymologie des mots, et ça intervient beaucoup dans la recherche. On change un mot, il y a une autre signification, on est dans des noms de lieux. Donc il y a cette fascination pour une interprétation mystique aussi, enfin qui renvoie à d'autres dimensions spirituelles du mot, de la phrase et de la nature même de la construction d'un roman. Il y a également cette notion de tsirouf, peut-être, que l'on peut présenter, le fait d'inter-changer la place de certaines lettres dans un mot hébraïque pour en faire apparaître un autre, avec beaucoup de sous-entendus. D'ailleurs, c'est plutôt peut-être même une invitation au lecteur, qui est faite au lecteur, de découvrir ce qui se cache derrière le texte.
Oui, absolument. Les mots indiquent à un moment donné une chose, mais comme dit Marcel Proust dans ce fameux passage où il cite le Zohar, les choses ne sont pas des mots, ce sont des pensées. Donc les pensées sont fluides. Et ça, c'est un des thèmes aussi de l'exposition, c'est cette fluidité. Puisqu'au fond, cette culture juive, cette culture ashkénaze, qui va être héritée par sa mère, par sa grand-mère, est quelque chose de fluide et qu'il va lui-même creuser. Et dans la recherche, il y a des passages sur les noms des villages, et il va beaucoup, enfin, le narrateur se renseigne beaucoup sur les étymologies anciennes des noms, leur signification. Et là, on est vraiment dans une démarche tout à fait identique à celle du Tsérouf. Alors, on a présenté l'ascendance de Marcel Proust, on a évoqué ses écrits dans les cahiers sur les textes religieux, notamment le Zohar. Maintenant, lorsque l'on aborde les textes que nous connaissons à la recherche du temps perdu et tous les textes qui le composent, est-ce que l'identité juive de Marcel Proust apparaît? Est-ce qu'il parle de son identité? Est-ce qu'il proclame son identité juive? Est-ce qu'il en a honte? Est-ce qu'elle est cachée, dissimulée? Qu'est-ce que l'on peut dire exactement par rapport à cela? On peut dire en tout cas que ce n'est pas un juif honteux, mais on ne peut pas dire qu'il va révéler son identité ni la cacher. En fait, il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'a jamais dit qu'il était juif, mais il n'a jamais dit qu'il n'était pas juif. Et quand les antisémites, comme Drummond, le désigne comme juif assez tôt, pendant l'affaire Dreyfus, qui est évidemment très importante. Comme il l'écrit à Montesquieu, vous faites des attaques antisémites, je n'ai pas voulu vous répondre publiquement parce que ma mère est juive. Mais il ne répond pas non plus à Drummond parce que ça voudrait dire je ne suis pas juif, et il ne veut pas dire qu'il n'est pas juif. Donc on est dans cette tension, mais toute l'exposition est construite sur ces tensions, et c'est ce qui fait son intérêt. La tension entre la réalité, comme ici, cet arbre généalogique, tous ces documents, on est dans l'archéologie, il y a des documents administratifs, des lettres, et puis l'interprétation. Donc il y a toujours tous ces niveaux, l'interprétation à travers des tableaux qui vont nous montrer des représentations de lieux proustiens, des figurations imaginaires de cette société qu'il a décrite. Et moi, ce que j'ai voulu aussi faire sentir, c'est le sens secret qui chemine à travers toutes ces interprétations et qui nous permet de relier la vie et l'œuvre. Puisque Marcel Proust aussi, dans ce domaine, a complètement brouillé les cartes, puisqu'il a dit « un roman n'a rien à voir avec la vie de son auteur ». Naturellement, c'est complètement faux. Et il faut retrouver cette fluidité des passages sans être dans l'absolu, mais je pense que l'exposition, justement, à travers ces œuvres très importantes, à travers ces écrits, nous permet de conserver cet équilibre en permanence. On trouve dans l'exposition un tableau magnifique qui met en évidence le personnage de la reine Esther. On sait que ce tableau était chez lui, chez ses parents, donc il le voyait en permanence. Il connaît bien évidemment le personnage de la reine d'Esther, ce personnage qui est un peu ambivalent, avec une identité juive qui est cachée au début, qui va se révéler plus tard, mais qui restera très intégrée dans la société du roi Assuérus de l'époque. Est-ce qu'il y a vraiment un modèle peut-être qui est pris par rapport au personnage biblique de la reine d'Esther dans la vie de Proust? Oui, c'est très important. C'est vraiment l'idée, enfin l'histoire pivot, parce qu'elle est symbolique de tout ce qui se passe chez Proust au niveau de sa judéité. Esther, c'est la révélation, c'est aussi l'inversement, puisque dans les rôles sociaux, on voit bien que la corde préparée pour Mardochée va finalement servir à Aman, que les Juifs qui sont sur le point d'être exterminés vont être sauvés. Et c'est aussi la révélation, comme vous le disiez, avec Esther qui est obligée de révéler son identité juive qui était cachée. Et on revient à cette idée de clandestinité de la judéité chez Proust. C'est un sujet intime. C'est un sujet qu'il partage avec sa mère. Il n'a pas besoin d'en parler puisqu'il y a la télégraphie sans fil. Et c'est un sujet qui est vraiment de l'ordre de la famille, qui ne doit pas arriver dans la société, puisque cette société française est profondément antisémite. Et lorsqu'il prend parti, puisqu'il va prendre parti au moment de l'affaire Dreyfus, comme dans beaucoup de familles, ça crée beaucoup
des problèmes, des soucis, et une grosse fâcherie aussi. C'est ça, parce que lui va donc bien évidemment être dreyfusard, il va comprendre très rapidement que tout cela n'est pas véridique, mais son père n'a pas la même position que lui, donc on imagine déjà à l'intérieur du noyau familial une sorte de tension permanente pendant toute la période de l'affaire Dreyfus. Oui, on en a la preuve. Pendant une semaine, ils ne se sont pas parlé, alors qu'ils ont des relations extrêmement affectueuses, et ça semble vraiment un gros conflit dans la famille. À la fin de l'année 1894, le capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus, polytechnicien, juif d'origine alsacienne, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Il est condamné au bagne à perpétuité pour trahison et déporté sur l'île du Diable. L'opinion publique, comme la classe politique française, sont unanimement défavorables à Dreyfus. Le contexte social est particulièrement propice à l'antisémitisme. La famille du capitaine Dreyfus tente alors de prouver son innocence en engageant le journaliste Bernard Lazare. Parallèlement, le colonel Georges Picard, chef du contre-espionnage, constate en mars 1896 que le vrai traître est le commandant Esterhazy. L'état-major refuse pourtant de revenir sur son jugement. Alors que le cercle des Dreyfusards s'élargit, deux événements donnent en janvier 1898 une dimension nationale à l'affaire. Esterhazy est acquitté sous les acclamations des conservateurs et des nationalistes, et Émile Zola publie le fameux « J'accuse », réquisitoire Dreyfusard qui entraîne le ralliement de nombreux intellectuels. Le processus de scission de la France est entamé et se prolonge jusqu'à la fin du siècle. Des émeutes antisémites éclatent dans plus de 20 villes françaises. La République est ébranlée. Certains la voient même en péril. Cette affaire bouleverse la société française pendant 12 ans, la divisant profondément et durablement en deux camps opposés. Malgré les tentatives de l'armée d'étouffer l'affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la Cour de cassation, au terme d'une enquête minutieuse, et un nouveau conseil de guerre a lieu à Rennes en 1899. Dreyfus est condamné mais accepte la grâce présidentielle, accordée par Émile Loubet. C'est en 1906 que son innocence est officiellement établie par un arrêt de la Cour de cassation. Réhabilité, le capitaine Dreyfus est réintégré dans l'armée au grade de commandant et participe à la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935. Les conséquences de l'affaire Dreyfus sont innombrables et touchent tous les aspects de la vie publique française. Elle a un impact international sur le mouvement sioniste au travers de l'un de ses pères fondateurs, Théodore Herzl. Les manifestations antisémites ébranlent les communautés juives d'Europe centrale et occidentale. Comment est-ce qu'il va justement s'impliquer dans l'affaire Dreyfus? Est-ce qu'il va donner son nom pour défendre la cause? Est-ce qu'il va signer des pétitions, être à l'origine de pétitions? Qu'est-ce que l'on sait exactement sur cette période très perturbée de la vie juive dans la société française? Il s'engage tout de suite. L'affaire Dreyfus, c'est vraiment, c'est pas le moment de la révélation de sa judaïsme, c'est vraiment le moment de son engagement. Et grâce à une femme qui l'admire et dont il est peut-être un petit peu amoureux, qui est la mère d'un de ses camarades du lycée Condorcet, Geneviève Strauss, qui a un salon Dreyfusard où elle reçoit l'avocat Joseph Reinach, qui lui a tout de suite compris l'histoire du faux, enfin l'innocence de Dreyfus. Donc Marcel Proust va beaucoup rechercher d'informations dessus, et le lendemain de la publication du fameux article J'accuse par Zola, il signe une pétition demandant la révision du procès. Donc son nom apparaît, il apparaît voilà, dans les journaux et au milieu de centaines d'autres noms. Son frère aussi signe la pétition. Et il va assister au procès de Zola, puisque aussitôt il y a un procès qui suit, c'était le but, de façon à arriver aussi à une révision du procès de Dreyfus. Donc Proust suit le procès de Zola à Paris.
Et pour Dreyfus, le procès a lieu à Rennes, puisque les autorités craignent beaucoup voilà, les manifestations. Et là, Proust est trop malade pour se rendre à Rennes, mais il s'inquiète auprès de Joseph Reynal. Il demande des nouvelles. Comment ça se passe à Rennes? J'ai entendu dire que ça se passait mal. Donnez-moi des nouvelles. Et voilà, donc cette correspondance existe. On la présente dans l'exposition, mais en tant que document emblématique de l'intérêt, du souci de Proust, jusqu'à ce qu'il soit innocenté. Dans les personnages, les grands personnages que l'on trouve dans les écrits de Proust, on a bien évidemment alors, une mise en évidence des identités juives. On a bien évidemment Swann d'un côté, on a Bloch de l'autre côté, qui semblent se présenter avec des identités radicalement opposées au début, et qui vont avoir un parcours de vie qui va finalement s'inverser. Alors déjà, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces deux personnages et qu'est-ce que ça porte de la personnalité de Marcel Proust? Vous avez fait justement le geste de destin croisé entre Bloch et Swann. C'est exactement ce qui se produit pour ces deux personnages, puisque tous les opposent au départ. Bloch appartient à une famille juive il est assez arriviste, il est mal élevé, il est gaffeur. Voilà, il cumule beaucoup de défauts mentionnés parfois autour des Juifs et que Marcel Proust se régale aussi à reprendre à travers ce personnage, tandis que Swann est au contraire l'esthète, le collectionneur, le juif raffiné, voire même qui n'est plus du tout religieux, il est converti. Et au fur et à mesure du déroulement du roman, les destins vont basculer. Swann va revenir vers sa religion d'origine, tandis que Bloch, lui, va vouloir s'assimiler pour avoir une pénétration encore plus importante dans les milieux aristocratiques que le narrateur, d'ailleurs, vise également à intégrer. Le message à travers ces deux facettes, au fond peut-être de la personnalité du juif, entre guillemets, et qui était peut-être aussi l'observation de Marcel Proust, qui est rendue d'autant plus pertinente que lui-même avait cette culture et qu'il peut se placer à l'écart et dont il peut dire beaucoup de choses. L'idée, c'est que toute assimilation réussie est susceptible un jour ou l'autre d'être dévoilée. Et ça, c'est sa grande terreur. Sa peur, c'est aussi d'apparaître comme juif dans le domaine public. Il le dit, il l'écrit. D'ailleurs, il écrit que son judaïsme doit se vivre dans la clandestinité. D'ailleurs, il le met au même titre que son homosexualité. Deux éléments qu'il faut vivre dans la clandestinité. Comment est-ce que justement il se retrouve face finalement à deux oppressions au sein de la société de l'époque, bien évidemment. Comment est-ce qu'il arrive à gérer cette vie? Est-ce que son amant est accepté au sein de sa famille? Est-ce qu'il est reconnu au sein de sa famille? Non, tout ça est très conflictuel. Cette clandestinité est destinée à protéger. Donc déjà au niveau de sa judéité, elle éclate publiquement puisque Drummond, antisémite, va le désigner comme juif. Ses amis aussi parfois font des gaffes et l'obligent à se positionner. Et pour l'homosexualité, c'est la même chose. Il voudrait que son état reste complètement clandestin, de l'ordre du privé, de l'ordre de l'intime. Et en même temps, il laisse traîner, par exemple, chez lui, une photo tout à fait compromettante où il pose avec deux de ses amis amants, dont voilà, Lucien Daudet, qui a un regard inamouré posé sur lui. Cette photo va faire un scandale terrible dans la famille Proust. Alors, Jeanne Proust ignorait-elle l'homosexualité de son fils? Je ne pense pas, mais probablement peut-être Adrien. En tout cas, cette photo est compromettante et quand il la découvre, les parents découvrent cette photo, il y a une grosse dispute aussi qui se produit et Marcel Proust quitte le salon, claque une porte et là, l'épisode est raconté dans Jean Santeuil où il dit « il y a du verre qui est brisé ». Il revient vers ses parents assez contrit de cette colère et la mère magnanime lui dit quelque chose mais d'invraisemblable et d'absolument incroyable. Elle dit ce n'est pas très grave, ce verre brisé sera le symbole de l'union, de notre union, etc. Donc naturellement, c'est une allusion au mariage juif.
au ver brisé par le marié, et c'est quand même quelque chose qui nous trouble beaucoup autour de l'homosexualité de Marcel Proust, que la mère tout d'un coup survienne et dise « mais ne t'inquiète pas, en gros on sera toujours mariés ». Enfin, et en même temps ce ver brisé, c'est aussi le symbole de la mémoire de la destruction du temple de Jérusalem, donc il y a aussi un symbole d'alliance. Donc on sait que Marcel Proust n'était pas circoncis, mais cette alliance, elle se passe à des niveaux symboliques, elle est très forte. Donc là également, on a une preuve qui n'en est peut-être pas une, mais qui quand même est là, c'est très fort, il y a cette alliance. C'est tout de même assez incroyable, effectivement, tous ces éléments. Et on en arrive à l'année de sa mort, donc il va quitter ce monde. Comment est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il meurt avec une identité juive? Est-ce qu'il est totalement en dehors des traditions funéraires familiales de son arrière-grand-père? Alors, on sait que Nathée, son grand-père, a été incinéré. D'ailleurs, ça avait perturbé énormément la famille, parce que c'est vraiment une marque très éloignée des traditions juives, même pour une famille moderne de l'époque. Mais en tout cas, son arrière-grand-père, avec cette sépulture, on sait qu'il a accompagné la disparition de son propre cousin avec une veillée funéraire. Comment est-ce que lui va mourir? Comment est-ce qu'il quitte ce monde? Est-ce qu'il a un enterrement juif? Est-ce qu'il y a un rabbin qui est délégué pour être à ses côtés ou pas du tout? Non, pas du tout. Il a été baptisé, donc il n'y a pas du tout aucune dimension juive dans la cérémonie. Non, il meurt, voilà, il meurt en catholique, hein, mais sa mort, c'est juste une étape. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éloignement. Le grand-père est quand même très très important, puisque c'est une sorte de militant, c'est quelqu'un d'assez provocateur. Et Marcel Proust écrit une lettre à son propos où il parle naturellement de cette coutume de la petite pierre voilà, sur la tombe, sur la sépulture, mais où il raconte aussi que son grand-père était profondément anticlérical et qu'il adorait l'opérette, qu'il avait assisté à toutes les représentations de la Belle Hélène. Donc on est vraiment dans une personnalité qui a dû marquer la famille. Très ambigu, avec encore cette culture juive présente et probablement des livres juifs aussi chez lui. Voilà, on ne peut pas parler de fin univoque chez Marcel Proust, puisque très vite après sa mort, il va être un petit peu récupéré par les revues sionistes en 1922. Il y a des nécrologies qui paraissent. Donc pour les sionistes, il fait partie, il est un des éléments, un des écrivains de cette nouvelle culture, de cette renaissance culturelle juive. Alors justement, c'est très surprenant parce que qu'on ne parle pas de sa mort dans la presse consistoriale juive, on le comprend tout à fait, vous l'avez rappelé, mais quel rapport avec le sionisme et Marcel Proust? Il n'y a apparemment pas de trace d'une espérance sur une terre d'Israël renouvelée dans ses écrits. Pourquoi est-ce que la presse sioniste s'accapare le personnage de Marcel Proust? Oui, en effet, Marcel Proust n'a rien à voir avec le sionisme. Son œuvre est citée. On parle à l'époque de demi-juifs, donc il y a plusieurs auteurs demi-juifs qui font partie de cette récupération justement d'une culture hybride aussi. Et je trouve le sujet assez intéressant, puisqu'il introduit cette part d'ambivalence aussi de Marcel Proust, sans exclure son côté juif, qui a longtemps été exclu par toutes les personnes qui se sont penchées sur son œuvre. Bon, on le citait, mais sans penser à quel point ça avait pu, au fond, aussi traverser son œuvre et nourrir son œuvre comme des alluvions dans un fleuve, ou monter par capillarité dans certaines situations, certaines expressions aussi. Quand une lecture plus attentive montre à quel point c'est important. Voilà, donc Marcel Proust est quand même exemplaire d'un auteur qui a bénéficié d'une double culture, en quelque sorte, et qui peut illustrer une nouvelle forme d'idéalisme, mais ce n'est pas un idéal sioniste. Bien que dans sa recherche, il est dit que toute assimilation était impossible, ce qui était quand même un des grands thèmes défendus par les sionistes. Je pense qu'il est juste raccroché à cette idée d'une renaissance culturelle. Cette renaissance culturelle, de mon point de vue, elle trouve son accomplissement dans l'universalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour l'œuvre de Marcel Proust,
qui a été traduite dans plusieurs langues et voilà, qui est porteuse de toutes ces valeurs sans que ça soit un militantisme. Et on a une traduction également en hébreu des écrits de Marcel Proust. Absolument, et cette traduction en hébreu, il y a un petit extrait qui est lu à la fin de l'exposition. On a choisi le commencement, Bereshit, là c'est Incipit, le commencement de la recherche qui est très connu, puisque beaucoup de personnes ont commencé, puis parfois ont laissé tomber le livre. J'espère qu'ils le reprendront. Et justement, c'est pour montrer que Marcel Proust voilà, est une valeur culturelle universelle. Nous sommes maintenant, comme je l'ai dit en introduction, 100 ans après la disparition de Marcel Proust. Albert Cohen le présente comme étant le ferment de la littérature française. C'est extrêmement intéressant comme terme, mais qu'est-ce que l'on en apprend aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on garde de tous ces écrits, de la vision de la société française de Marcel Proust aujourd'hui? Est-ce que l'on peut en apprendre quelque chose? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose et avoir un regard pertinent sur la société qui nous entoure aujourd'hui? Justement, comme son œuvre est absolument immense, il y a plusieurs degrés d'interprétation, mais aussi plusieurs sujets à l'intérieur. Il y en a un qui n'a pas pris une ride, c'est l'expression de sa sensibilité. Et Marcel Proust va observer la société de son temps, se situe lui-même en tant que narrateur, donc observateur à l'extérieur, en développant justement des pensées, mais qui sont toujours très vivantes en chacun de nous. Et on pourrait presque dire « Ah, il est formidable, il est pire que moi dans tout ce qu'il peut ressentir, dans tout ce qu'il peut critiquer. » Et surtout, moi, ce qui me frappe et ce qui le rend tellement attrayant, c'est son humour. Parce qu'il y a une forme d'autodérision, et puis sa sensualité. Beaucoup de passages extrêmement sensuels qui touchent à la fois à la nourriture, au parfum, aux fleurs, aux tableaux. Il a rencontré beaucoup d'artistes. Donc ça, c'est atemporel. Ce sont des valeurs qui n'ont pas pris une ride. Vous avez évoqué tout à l'heure la capillarité des valeurs et je vous ai entendu par ailleurs parler effectivement de ce tableau de Venise, de Monet, où il y a exactement les mêmes traits, les mêmes couleurs entre l'eau du canal et les murs, comme s'il y avait cette capillarité qui était retrouvée. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas la nature de Proust, ses valeurs, son éducation, qui par capillarité rejaillit sur tous ses écrits, toute son œuvre? Oui, moi c'est un tableau que j'adore qui représente le Grand Canal et la Salute. Donc on est dans Venise, les grands monuments, mais on est complètement ailleurs. On est surtout dans cette masse fluide qui occupe les 2/3 du tableau, composée de petites touches de couleurs. Et ces touches, en effet, elles bougent et elles s'insinuent partout. Et elles apportent un élément fluide. Elles ne viennent pas figer la représentation. Elles viennent au contraire lui donner beaucoup de vie. Et pour moi, c'est un tableau emblématique de la construction de cette exposition. Faire passer un courant vivant, non pas asséner une leçon en disant voilà, là il est juif, là il n'est pas juif. Bon, il faut des éléments, il faut des grosses pierres de construction, elles sont là. Mais ce que je souhaite surtout, c'est cette fluidité. Et dans cette fluidité, il y a l'esprit. Et dans cet esprit, il y a aussi l'humour, il y a la sensibilité. Et je pense que c'est une exposition qui appelle justement une forme de jubilation à travers ça par son ouverture. Rien n'est fermé et comme l'eau du Grand Canal, voilà, les idées vont partir et vont aller ailleurs, vont atteindre le monde entier. Et c'est l'idée aussi de cette diffusion de l'œuvre de Proust aujourd'hui, déjà dans le monde entier à travers les traductions, mais aussi dans notre sensibilité. Isabelle Kahn, merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission du dimanche matin à travers la personnalité et la nature juive de Marcel Proust. Cette exposition absolument exceptionnelle qui porte bien évidemment votre regard sur le lien qui existe entre l'auteur et sa nature première. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.